Vous êtes donc toujours sur Radio Sous-Pente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Racaille du 10 septembre 2024, consacrée pour sa partie artistique à deux artistes que ma camarade Pichekou a découvert à la Fondation Taylor ces jours derniers, une graveuse, Marie Clémentine Marès, voilà, et un sculpteur fabuleux, Koskun. Koskun, un turc, un franco-turc on peut dire maintenant, parce que ça fait un moment qu'il est en France, depuis les années 80 je crois. Voilà, quand il y a eu cette espèce, quand Erdogan a pris le pouvoir, voilà. Ouais. Un sculpteur que je considère, pour ma part, enfin qui m'a donné des frissons en tout cas. Voilà, bah oui, donc vendredi, je suis partie à la Fondation Taylor. Marie-Clémentine nous avait envoyé le flyer de cette exposition, donc le jeudi vernissage, non, parce qu'apparemment il y avait en plus beaucoup de monde, donc j'ai bien fait d'y aller le vendredi, où nous étions 3 à la Fondation Taylor. On peut rappeler que la Fondation Taylor est un lieu un peu tranquille, déjà les expositions sont gratuites, et là en fait il y a trois artistes. Alors nous on va parler plutôt de 2 artistes, et en fait il y a des dossiers qui sont présentés, et tous les ans la Fondation Taylor en retient un certain nombre, donc ces 3 artistes n'avaient aucun lien particulier entre eux. Voilà, donc ces trois travaux qui sont indépendants les uns des autres. Peut-être qu'ils ont essayé d'y mettre des liens, mais en tout cas voilà, nous on va parler individuellement des artistes qui nous ont marqués. Donc Marie-Clémentine Marès, nous à Racaille, on a eu l'occasion de la rencontrer parce qu'elle a son atelier de gravure à la Vache Bleue, un lieu qui accueille des expositions dont elle est en partie gestionnaire, où d'ailleurs on aura une exposition à partir du 19 septembre. Mais là c'est vraiment son travail, elle, depuis quelques années. Alors j'ai fait des recherches un petit peu sur internet parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'interviewer directement, donc j'espère que tout ce que je vais dire pourra lui convenir. Donc voilà, donc Marie-Clémentine, elle est diplômée de l'école Boulle en architecture intérieure. Ensuite elle est partie aux Beaux-Arts de Rennes en section gravure en 1999-2000, et ensuite elle est partie pendant 1 an en Argentine. Elle a cherché à faire connaissance avec le milieu artistique de Buenos Aires. Et c'est là qu'elle s'est liée d'amitié avec Lorena Bustamante et Alexandrina Alfaro, et avec qui elle va découvrir l'art du papier artisanal. Donc de 2001 à 2021, en fait, elle a une pratique de la gravure dans différents ateliers et de résidences d'artistes. Et donc elle développe depuis 20 ans un travail de gravure donc dans différents ateliers, comme je disais. Par exemple en 2007, elle est dans l'association de la main à l'empreinte, et là elle va créer justement avec Lorena Bustamante Boutin toute une palette d'activités autour de la fabrication du papier et la gravure à partir du recyclage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra, l'importance du papier qu'il y a justement dans cette exposition. Et donc, elle mène son travail artistique entre des expositions personnelles, des expositions collectives, de la création graphique, la création de décors à partir de gravures originales. Elle a fait par exemple une peinture murale à l'hôpital Trousseau, que j'aimerais bien aller voir, si elle y est toujours. Et elle a reçu des prix. Elle a eu un prix en 2005 et 2008, le prix Rigal de la gravure originale et le prix Pierre Cardin. Alors, elle a travaillé avec l'Écu de France à Viroflay, elle a fait une résidence d'artiste à l'abbaye de Laprée, elle a travaillé avec la maison d'édition des Mille Univers, au centre de rencontres artistiques et culturelles de l'abbaye de Noirlac. Elle a travaillé aussi pour l'atelier pour la typographie et l'estampe, et c'est là que nous on a eu pas mal de liens, c'est autour de Raoul Velasco et de Christine Meller, et c'est là que nous on a rencontré beaucoup d'artistes. En fait, à chaque fois qu'on a des coups de cœur, souvent de graveurs, ils étaient passés par cet atelier de Raoul Velasco et Christine Meller. Et elle a travaillé aussi, donc maintenant, elle a son atelier d'artiste, donc à la Vache Bleue, dans le 19e arrondissement. Et j'ai eu l'occasion, lors d'un vernissage à la fin d'année dernière, de découvrir son petit atelier, la Vache Bleue. C'est tout un ensemble de salles de salles voûtées qui sont sur l'ancienne petite ceinture, sur le quai de l'Oise. Voilà. Et c'est vraiment un lieu atypique, et ça fait du bien de voir que ces lieux ont toute une vie comme ça. Et elle a des œuvres qui sont régulièrement exposées en France et à l'étranger, comme en Argentine.
Et donc elle a un travail qui va reposer beaucoup sur la superposition. Elle travaille avec des papiers comme des papiers Tenbujo qui sont légers, résistants, qui sont plus ou moins translucides. Je crois que c'est des papiers, alors je ne sais pas si c'est ceux-là spécialement, qui servent aussi au paravent qu'il y a au Japon. Et donc, il y a aussi, après, elle fait tout un travail sur la couleur, sur l'éclairage, la profondeur. Et moi, dans cette exposition, effectivement, j'ai complètement été séduite par les couleurs. J'adore les couleurs. Il y a beaucoup de superpositions sur des jaunes, des verts. Alors, il y a des gravures qui sont dans des tons plus bleus et plus bleu marine. Et il y a des fois des jaunes, des verts, des jaunes verts qui se superposent. Et ça, j'avoue que ça m'a vraiment emballée. Donc, elle fait tout ce dialogue entre matière, couleur, lumière, contraste. Et voilà, c'est vraiment à découvrir. Alors, voilà comment elle va parler de son travail. Elle dit: tout au long de mes recherches, j'inscris mon travail gravé dans une dimension sérielle. J'aime entrer dans l'exploration de mes plaques au gré du geste et de la matière, en cherchant à dégager peu à peu une poétique, un univers. Par le jeu du geste spontané, je me rends disponible en quelque sorte à ce qui va advenir et j'oriente mes variations selon ce que m'évoque la trace gravée. Et effectivement, là, dans ces œuvres qu'on peut voir à la Fondation Taylor, il y a des variations, il y a plusieurs gravures qui portent le même titre avec des numéros différents. Voilà. Alors, elle a fait un travail, il y en a juste un format qui est exposé à la Fondation Taylor, c'est sur des billets de tombola, là, les petits carnets qu'on a aussi des fois dans les kermesses où il y a une souche ou les billets d'entrée pour les spectacles, des petits carnets qui sont des petits formats horizontaux qui ont des chiffres. Et là, elle dit qu'elle a travaillé sur ces sujets. Elle avait fait toute une exposition là-dessus avec Catherine Pomper, qui est une graveuse et poétesse aussi, et qu'elle s'était inspirée du poème de Catherine Pomper pour donner des titres à ces gravures. Et voilà. Et elle rappelle après de son travail qu'elle a fait aussi pendant le confinement. Et elle dit que pendant le confinement, elle et sa famille sont partis dans la maison maternelle dans le centre de la France. Elle dit que c'est là qu'elle a passé les premières années de son enfance. Donc elle a un petit bout d'atelier qui est devant le jardin tant aimé de sa grand-mère. Et on sent qu'il y a cet attachement profond à la nature, à la campagne. Elle dit que j'avais les yeux rivés sur la nature en éveil. Effectivement, ce confinement a commencé, je crois, le 19 mars, donc juste avant l'arrivée du printemps. Elle dit: les vents légers et parsemés du début de printemps allaient se transformer peu à peu en une nature abondante. Tous mes sens étaient en éveil devant ce feuillage renaissant. Je me suis laissé porter par les lumières de printemps et la promesse d'accomplissement d'un jardin en pleine gestation. Ces premiers monotypes miniatures sont faits de presque rien, donc elle parle donc de couleurs, de spatules, elle fait des passages successifs de petits rouleaux de mousse ancrés à fleurs, et donc petit à petit elle va aller de plus en plus loin, elle va les réinterpréter, et elle dit qu'elle reprend leur format à l'italienne pour rester fidèle à ses premières recherches de composition. En gravant mes cuivres, c'est toujours ce j'ai repris des textes qu'elle a mis sur des expositions. En gravant mes cuivres, j'ai tenté de garder le même élan spontané du geste en choisissant de travailler essentiellement les aplats de couleurs en aquatinte avec des outils que je n'avais encore jamais utilisés auparavant, spatule de plâtrier plus ou moins large, et l'enrichissement par la couleur s'est fait dans un second temps. L'étape d'impression en couleur de mes plaques, en utilisant une large gamme de papiers chinois, japonais et thaïlandais, si léger et résistant à la fois, a provoqué un vrai dialogue et a permis de pousser le jeu plus en avant. L'aspect de ces papiers, tantôt fibreux, tantôt nuageux, d'une extrême finesse, jusqu'à disparaître une fois marouflés, fait apparaître à mesure de leur superposition les subtils infinis de la lumière. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir, même chose dans ces autres travaux. Dans un autre interview, on lui demandait ce qui la frappait dans le monde d'aujourd'hui. C'est, je crois, qu'après une résidence qu'elle avait fait dans une abbaye. Et elle dit: dans le monde d'aujourd'hui, ce qui me frappe et en même temps me fait peur aussi parfois, c'est le culte de la rapidité. Le toujours plus vite me semble tellement contre nature. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai choisi intuitivement la gravure comme médium d'expression principal, car cette technique impose une lenteur à l'intérieur même de son procédé, une lenteur salvatrice qui me permet de poser ma pensée dans le temps et lui laisser une chance pour évoluer, se modifier, mûrir aussi. Concrètement, on ne peut aller plus vite que le séchage des vernis, que l'effet de l'acide sur la plaque, et la pensée voyage, ainsi, d'étape en étape, jusqu'à ce que la matière apparaisse sur le papier, à ce moment ultime qu'est l'ancrage, suivi de l'impression de la plaque.
La gravure est une technique exigeante qui peut décourager plus d'un, mais pour ceux qui persévèrent, elle rend au centuple à celui ou à celle qui sait se nourrir de cette lenteur dans l'élaboration. La pensée s'élabore au fil des étapes, par la multitude des choix à faire à tout moment. Elle dialogue en aller-retour constant avec la matière. Cette matière peut être le fruit d'un geste, comme d'une succession de tentatives plus ou moins désespérées pour trouver la justesse d'un mouvement, d'une ligne, d'un contraste. Si on choisit bien sûr de ne pas les effacer, la plaque garde la mémoire du passage de tous ces gestes et, se révélant peu à peu au fil des étapes, les bains d'acide successifs, la matrice peut m'enseigner sur moi-même et sur la matière qu'elle porte en elle. Je peux choisir d'accepter ce qu'elle me révèle comme je peux le refuser. En fin de compte, ce sera un geste maladroit, un autre geste qui pourront à eux tous nourrir et guider ma démarche dans un sens ou dans un autre. Donc voilà ce que j'ai pu trouver un petit peu sur toute son approche de la gravure. Et le travail qu'elle propose là-bas, donc c'est sur plusieurs années, les années sont pas précisées, mais il y a vraiment, je trouve qu'on sent ce côté sur la lumière, sur la couleur, sur ces superpositions de papier, sur un geste de mouvement, c'est une liberté. Toi tu parles souvent de la liberté du geste, ce qu'on la retrouve. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces gravures qu'elle intitule Roche, où ce sont des aplats, là c'est à partir de bois gravé, et il y a une superposition, et il y a vraiment quelque chose pour moi qui m'a énormément séduit, parce que si on s'approche, on voit effectivement tous les traits de gravure. Il y a aussi toute une série qu'elle appelle partition musicale pour bois gravé, et là il y avait plusieurs petits feuillets qui déclinaient justement sur des grands formats horizontaux, une série de gravures, quoi. Mais c'est plutôt à découvrir. Je ne sais pas si j'en ai très bien parlé. C'est difficile de faire passer, effectivement. Ce qui aurait été super, c'est que Marie-Clémentine puisse elle-même raconter tout ça. Mais enfin, voilà, si on peut donner envie d'aller voir... Je ne sais pas si elle a aussi bien raconté que toi. J'ai un peu... Et si ça... ce qu'il faut, c'est après, c'est aller donc découvrir son travail à la Fondation Taylor. Je pense que tu as pu donner cette envie à ceux qui t'écoutent. C'était le printemps de Vivaldi. Je trouve que là-dedans, il y a toute la force de ce que j'ai ressenti dans l'intention et je pense le résultat de la gravure de Marie-Clémentine. Voilà. Donc maintenant, Robert, tu nous parles un peu de Koskoun, au vu de des photos que je t'ai montrées, de ce qu'on a un peu pu lire sur lui, qu'on a fait On a regardé une petite vidéo sur son atelier aussi. Oui, un sculpteur que je découvre avec beaucoup d'intérêt, un sculpteur franco-turc, qui est arrivé en France dans les années 80, à la suite de l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, je pense. Voilà. Alors qu'il fait beaucoup dans le monumental, du bois. On voit, justement, dans cette petite vidéo, on voit les morceaux de troncs d'arbres
Et il arrive avec sa tronçonneuse et il trifouille là-dedans avec une joie quasiment, comment on pourrait dire, une grosse joie. Presque un peu comme Baselis, parce que ça fait penser un peu au travail de Baselis, peut-être en plus torturé, parce que Baselis c'est quand même plus simple. Voilà. Mais enfin, il introduit aussi dans son travail des notes de couleurs, des bleus, des rouges, des jaunes, une technique que d'autres, et même Baselis, mais que d'autres sculpteurs sur bois, sur tronc d'arbre même on pourrait dire. D'ailleurs, comment il s'appelle, Ossip Zadkine aussi a travaillé un peu de cette manière, mais pas avec une tronçonneuse, avec des ciseaux à bois. Voilà. Non, j'ai été quand même un peu secoué de voir ce travail, parce que c'est très inventif dans les formes. Il ne se contente pas de prendre un tronc puis de faire quelques entailles dedans, non. Il le modèle avec une tronçonneuse, il faut quand même le faire. Et ça donne une impression, en tout cas, de force et en même temps de grâce. Il y a les deux qui sont alliés dans un mélange tout à fait harmonieux, voilà, avec ce rajout coloré qui arrange encore plus, qui donne encore plus l'idée d'une espèce de fantasmagorie. Ouais. Sculptée. Ouais, c'est ça, avec des aplats. Alors là, dans l'exposition, il y a quelques polychromies, mais il y a surtout des rajouts de blanc et de brun, quoi. Voilà. Non, mais c'est vraiment pour orner, si vous voulez, soit des grands espaces naturels. D'ailleurs, il a été invité à travailler dans des grands parcs, etc., parce que c'est tout à fait le genre de travail monumental qui peut effectivement trouver sa place dans des grands espaces naturels. Voilà. Donc je suis assez heureux que ma camarade m'ait montré ce travail, que je vais sûrement aller voir à la Fondation Taylor. Je vais bouger mes petites miches. En métro, c'est du côté de Pigalle. Bon, il va falloir que je me repère parce que je suis pas très fort en orientation. Je vais sûrement trouver avec les indications de ma camarade. Peut-être qu'elle viendra peut-être même avec moi. Et donc, je vais pouvoir me frotter à cette création ça fait longtemps que je n'ai pas été secoué comme aujourd'hui. Ouais. Alors c'est vrai qu'à la Fondation Taylor, il n'y a pas beaucoup de monumentales. Il y a quelques sculptures à peu près d'une petite taille humaine. C'est plutôt des œuvres qui font quoi, à peine 1 mètre de haut, qui sont pas forcément qui représentent pas forcément l'humain, qui ont un côté très abstrait. Et il y en a certaines qui sont dans la salle du bas, qui ont des socles. Alors c'est des socles, ce sont des caisses un peu des grilles métalliques avec des copeaux de bois qui soient les résidus sûrement de ce qu'il a dû tronçonner auparavant. Non, c'est intéressant. Et on est accueilli à l'exposition. La première œuvre derrière la vitrine, c'est une espèce de grosse tête un peu effrayante quand même, on peut le dire. Oui, tout à fait. Qui fait un peu de tête de mort, mais de monstre. Ouais, c'est ça, avec des dents un peu. Avec des dents, avec des cornes. Enfin, c'est très. Mais c'est très expressif. C'est une sculpture, oui, expressionniste, on peut dire. Enfin, un peu, voilà. Il y a beaucoup de travail. C'est pas lisse. C'est très accidenté. Voilà. Il a su donner, si vous voulez, faire vibrer le bois, le faire vivre, quoi, d'une manière assez, comment dirais-je, violente aussi. C'est pas très apaisé. Ouais. Alors moi, il y a une sculpture que j'ai bien aimée, c'est celle-ci qui représente un homme. En fait, si on le regarde de face, on voit plusieurs niveaux de visage. On voit son visage, il tient dans la main encore un buste, on va dire. Et en bas, c'est pareil, il y a encore un visage sur le socle. Et en fait, si on regarde de côté, on a pratiquement un visage qui est presque un visage de femme, là. Tout à fait, oui. Absolument. Oui. Non, c'est pas grossier. On pourrait penser qu'avec une tronçonneuse, on peut pas faire des choses très délicates, mais c'est complètement faux, puisque dans les exemples que Dominique m'a montré là, que vous n'avez pas vu, eh bien, il y a quand même une certaine grâce. Ça peut paraître curieux, mais oui,
autant il peut faire des choses monumentales, assez puissantes, avec des comment dirais-je, des formes plus simples, plus trapures, autant il peut faire aussi des choses assez élégantes. Voilà. Ah ouais. Non, c'est vraiment, vraiment à découvrir, donc on vous conseille. Hein, Fondation Taylor, c'est jusqu'au 28 septembre, c'est tous les après-midi du mardi au samedi à partir de 13h. Et ça ne fait pas du tout art africain ou succès d'année d'art africain, c'est très très personnel, je trouve qu'il y a quand même une vraie originalité, c'est pas, voilà, on a presque quelque chose d'instantané, quoi, pas quelque chose de ressucé. Alors c'est vrai que Koskoun n'a pas été sculpteur toute sa vie, il a commencé par faire du théâtre ou de la danse, quoi. C'est vraiment après qu'il s'est formé à la sculpture, quoi. Ouais. Et ben, une heureuse initiative. Reconversion professionnelle. Oui. C'était The Death Stars, Death Dies Arts, qui nous permet d'imaginer peut-être l'ambiance qu'il y a dans cet immense atelier de Koskoun quand la tronçonneuse est en action. Alors maintenant, on va parler des expositions, donc la Fondation Taylor, justement, cette exposition pour aller voir le travail de Marie-Clémentine Marès et de Koskoun. Il y a une peintre également qui s'appelle Jane Plançon, c'est du 5 au 28 septembre, comme je l'ai dit, tous les après-midi, du mardi au samedi, à partir de 13h, je crois, à 19h. À la Galerie Kaléidoscope, une exposition qui s'appelle Surréel, du 5 septembre au 30 novembre, avec Thierry Loulet
dont on avait parlé, on avait découvert son travail à la galerie Estade à la place des Vosges. Bon, c'est la galerie qui le représente. Thierry est quelqu'un d'absolument adorable. Il avait été bouleversé par ce qu'avait raconté Robert sur son travail et depuis, il nous envoie des petits messages de temps en temps. Et il nous a même envoyé à chacun une œuvre spécialement pour nous. C'est quand même un geste très très généreux, on le garde au fond de notre cœur. Donc il sera à la place des Vosges à partir du 21 septembre et à la Vache Bleue. Donc à partir du 19 septembre, ça sera jusqu'au 29 septembre, une exposition à Racaille présente, Encre, donc des graveuses, Sophie Villoutrex-Brageux, Alice Amoroso, Marie-Christine Becquet et Juliette Planck, avec un vernissage le vendredi 20 septembre. Venez nombreux, c'est vraiment un lieu à découvrir et des artistes à découvrir. Sur le culturel de la semaine, alors le culturel, toi tu as regardé hier un premier doc sur Arte sur le surréalisme. Sur le surréalisme, oui. Et j'ai été particulièrement intéressé par un boulot d'André Masson. Parce qu'on en fait des gorges chaudes, comme on dit dans les chaumières françaises, du dripping de Pollock. Mais j'ai découvert que dans cette émission consacrée au surréalisme, André Masson, qui faisait partie initialement du groupe, il faisait des peintures il projetait de la colle sur un support, et après, il projetait du sable qui se collait à ces... Mais il ne contrôlait pas du tout, si vous voulez, les jets de colle, qui étaient translucides en plus. Et voilà, et avec le sable, quand il secouait après pour virer le sable qui n'était pas collé, on voyait une œuvre en dripping au sable. Voilà. Alors j'étais vraiment content de voir que c'était pas, encore une fois, les Amerlocs, parce que c'est la même chose avec ce peintre, ce protégé d'un type que je peux pas piffer, là, comme Andy Warhol, comment il s'appelait, Basquiat. Basquiat, c'est pareil, on a des artistes des années 50-60 qui étaient promus par Thérèse Franco, comment il s'appelait, Macréo, par exemple. Et Macréo, il a fait du Basquiat avant Basquiat. Voilà, à se demander même si Basquiat n'a pas connu l'œuvre de Macréo et il s'en est pas inspiré pour faire ses tartines. Voilà, c'est toujours pareil. Et quand on commence à mettre son nez un peu partout dans l'histoire de l'art contemporaine, ancienne, peu importe, on trouve quand même, on découvre que rien n'est complètement nouveau, rien n'est complètement des créations pures. Il y a toujours un germe. Pour Pollock, ça serait André Masson, peut-être. Pour Basquiat, ça serait Macréo, peut-être. Voilà. Moi, ça me satisfait assez. Enfin, en dehors d'André Masson dans ce premier épisode sur le surréalisme, avec le manifeste du surréalisme en 1924, ça date, la date officielle de la création de ce groupe, c'est 1924, c'est pourquoi sur Arte, il commémore cet anniversaire en 2024. Voilà, ouais, et c'est vrai, faudra mettre le lien. Moi, j'oublie souvent de les regarder parce que c'est pas une heure où je suis forcément disponible et chez moi, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant parce que perso, j'ai jamais été vraiment passionné par le surréalisme, mais avec cette émission, ce premier épisode sur le surréalisme, ça commence à me titiller un peu quand même. Surtout quand je découvre quelqu'un comme André Masson. Ce que je remarque aussi, c'est que ils étaient toute une bande de mecs, et dans cette bande de mecs, il n'y avait que la femme d'André Breton et une autre nana dont je n'ai pas retenu le nom. 2 femmes pour une vingtaine de mecs, ça fait un peu léger. Moi, je me demande si c'est pas Toyen dont il y a eu une exposition au musée d'art moderne. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés aussi et repartis, parce que je pense que la cohabitation avec Breton n'était pas facile, donc il y a eu du passage, quoi. Oui, il y a eu du passage, et des grands. Hein, entre nous, si on pense à Prévert, si on pense à Paul Éluard, si on pense à comment il s'appelle, Aragon, etc., c'était quand même des pointures, là, et qui ont, à un moment ou à un autre, déserté le champ du surréalisme. Ouais. Alors sinon, on a regardé aussi, la semaine dernière, sur Arte, une petite série, 4 épisodes de 30 minutes,
une série qui s'appelle Blood River, qui parle, qui raconte justement l'histoire des bourgs en Afrique du Sud quand ils ont quitté Cape Town pour aller sur le territoire zoulou. Et donc on va suivre l'histoire, c'est la petite fille qui est devenue plus grande qui raconte un peu ce qui s'est passé, comment sa maman va essayer de la retrouver quand elle va se faire enlever, mais c'est surtout de voir en fait comment cette communauté était... Le Parpaillot, c'est des descendants des réformés qui sont partis en Afrique du Sud à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Voilà. Et là, en fait, s'ils quittent cette ville du Cap où ils sont, c'est parce que, en fait, ils ont des esclaves et que cette région étant devenue britannique, ils n'ont plus le droit de garder leurs esclaves, donc ils vont migrer sur le territoire zoulou et là décider qu'ils peuvent s'approprier des terres sur un territoire qui n'est pas le leur. Et donc Blood River fait référence à une bataille qui a eu lieu justement où il y a 3000 Zoulous qui sont morts, quoi. Bah, faut dire que les Parpaillots, comme tu dis, ces blancs, ils avaient des armes à feu, quoi. Bah voilà, ils avaient des canons, ils avaient tout ce qu'il fallait. Alors ça a été une boucherie invraisemblable et la rivière était rouge du sang de ces 3000 Zoulous qui ont trépassé. Voilà. Non, et puis en même temps, c'est une histoire de... c'est la religion, quoi. Le guide, c'est la Bible, the Bible, et voilà, c'est ça. Et c'est vraiment des gens... ils ont un cœur comme... c'est pas un cœur d'ailleurs, c'est un morceau de barbac qui ressemble plus à de la roche primaire qu'à du granit qu'autre chose. Et ça va pas leur cœur, c'est un truc dans la poitrine, mais bon, voilà. Ouais, bah c'est comme encore une fois, au nom de la religion, à l'excuse de la religion, on peut se permettre de bannir, donc condamner à mort une jeune femme qui a eu un enfant avec un esclave africain parce qu'ils se connaissent, ils sont ensemble depuis l'enfance et qu'ils étaient amoureux. Bah oui, un petit enfant naît, il est noir et en fait, elle va se faire bannir. Mais bannir dans cette région-là, c'est la condamner à mort quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et comment eux après s'excusent de tous leurs actes quand fratricides, en fait, comment ils arrivent à ce que la religion puisse les excuser, quoi. Oui, tout à fait, c'est terrifiant parce que cette jeune femme, elle est mariée avec un blanc, un espèce de morveux blanc, et évidemment quand elle accouche et que le papa blanc voit l'enfant qui est contre le sein de sa mère, il voit que c'est un petit noir, et donc il se rend tout de suite compte qu'il a été coucou le toit de la gare, là, et évidemment, il y a un tribunal qui s'instaure tout de suite, ils ont des espèces de lois internes qui sont complètement débiles, enfin... Inhumaines. Ah, inhumaines, oui. Et donc, comme le dit ma camarade, ils bannissent à la majorité, alors il y en a qui sont pour la condamnation à mort, mais la majorité se prononce pour le bannissement, et ils laissent cette femme et ce bébé de quelques heures en plein désert sud-africain, et on sait bien que la nuit, les hyènes rôdent, les lions, tous ces bestioles assez avides de chair fraîche, et que cette maman et son bébé ne survivront pas à cette nuit, ils vont survivre quelques heures, pas plus, le temps que les hyènes les reniflent ou que les lions ou les lionnes les reniflent, et ils seront bouffés vivants, quoi. Ouais. En tout cas, je trouve que c'est intéressant, c'est un fait historique, ça dure 2 heures au total, c'est vraiment un format qu'on peut prendre rapidement. Enfin, c'est une série facile à regarder. Facile. Non, pas facile émotionnellement, mais oui, voilà, dans le temps que ça prend, et ça laisse suffisamment le temps de s'attacher aussi à cette maman qui va aller rechercher sa fille qui a été emportée en territoire zoulou. Enfin, voilà, il y a suffisamment d'émotions. Sauf que je trouve qu'il y a, si vous voulez, dans les gens qui sont occupés du maquillage des Zoulous, etc., de l'habillement et tout, il y a des grossières erreurs. Les Zoulous, ils ont des slips petits bateaux, quoi. Voilà, moi, ça me gêne un peu. Mais ce que j'ai pas perçu tout de suite, c'est que ça m'a quand même complètement mis de travers, quoi.
Ah ouais, bon, on était quand même en larmes à la fin. Oui. Faut quand même avouer que. Et nous, on pleure Voilà. facilement, aussi, Ouais. faut dire. Alors sinon, niveau lecture, j'avais oublié d'en parler la dernière fois, j'ai lu un livre qui s'appelle 10 petites anarchistes de Daniel Deroulet, un petit bouquin pas épais mais très sympa qui raconte comment 10 jeunes femmes en juin 1873 vont faire un pari, le pari d'aller bâtir à l'autre bout du monde une communauté où régnerait l'anarchie à l'état pur. Voilà, donc en fait elles ont entendu un discours à une conférence de Bakounine à Saint-Imier en 1871 et en fait voilà, l'idée a germé que finalement elles sont horlogères, elles travaillent dans l'industrie horlogère et donc finalement l'idée est venue que peut-être on peut vivre autrement et on peut vivre mieux. Donc ça va être l'histoire de ces 10 femmes qui vont partir. Alors il y aura des événements, hein, et en fait c'est la dernière, c'est Valentine qui est la dernière survivante qui va raconter le récit de cette utopie. Donc il n'y a pas que des bons moments, mais enfin voilà, qui les a conduits de Suisse en Patagonie jusqu'à Buenos Aires et elles sont passées par l'île de Robinson Crusoe. Alors c'est un roman fiction, c'est-à-dire que je ne sais pas si ces 10 femmes ont réellement existé, en tout cas c'est des portraits de femmes fortes, de femmes volontaires, hein, qui bâtissent effectivement cette forme d'utopie à chaque moment de ce voyage et chacune pourrait avoir réellement existé quand elles prennent le bateau au départ pour partir. Elles croisent Louise Michel, c'est tout à fait possible que c'est pu arriver quand Louise Michel a été déportée. Donc je pense qu'à travers ces portraits de 10 femmes, c'est un peu d'utopie qu'on a envie de partager. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, elles sont horlogères et il y a aussi par moi tout un vocabulaire spécifique sur l'artisanat de l'horlogerie et ça c'est toujours précieux, ces compétences, enfin tout ce qui a, par exemple celle qui était spécialisée dans le poids qu'on mettait sur une montre pour que tout fonctionne. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est assez fascinant, cette spécificité, cette excellence, en fait. Voilà. Mais les communautés anarchistes, ça existait effectivement en Amérique du Sud. Historiquement, il y a des communautés d'hommes et de femmes qui ont vécu l'utopie, quoi. Mais ça se termine toujours pas très bien. Ouais, effectivement. Mais de toute façon, c'est toujours intéressant de se laisser là. Ce petit roman, ça se lit vraiment très vite. C'est vraiment à conseiller, quoi. Et pour terminer, à la librairie Folie d'encre à Montreuil la semaine dernière, il y a Gaël Faye qui venait présenter son dernier livre qui s'appelle Jacaranda. Gaël Faye est connu, c'est un écrivain, poète, chanteur qui a écrit un livre qui s'appelle Petit Pays, qui a été énormément vendu, où il parlait de son enfance au Burundi et quand ils sont partis après le génocide du Rwanda en 95. Là, il va revenir sur le Rwanda et en fait, il va continuer l'histoire de certains personnages et c'est... Donc il parle de ce génocide et donc à la librairie Folie d'encre, en fait, il nous a offert un grand moment d'émotion. Il y avait toute une lecture des extraits de ce livre. Il y a vraiment une générosité dans les morceaux qu'il a lus, en même temps tout en intégrant sa chanson Petit Pays qui a déjà quelques années avec un guitariste, son guitariste Samuel. Et c'était vraiment un vrai spectacle qu'on a eu, que nous a offert cette librairie, quoi. Et tout de suite, on salue nos amanches, Claude et André de la Nord-Oslo, Claude et William, nos potes de Brest. Alors il paraît que là-bas c'est les tropiques, enfin bon, on peut le croire ou ne pas le croire, hein, ça c'est votre choix. Jean-Paul Souraz, cet immense peintre de la banlieue de Dunkerque, à coup de Kerbranche, voilà, qu'on aime énormément ici, vous avez dû vous en rendre compte depuis des années qu'on parle de lui. Claudine, la copine de ma camarade Pécakou, qui est aussi une auditrice fidèle et en même temps qui fréquente beaucoup les expositions, etc. Ouais, et qui nous file des bons tuyaux par moment. Voilà. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande de copains artistes. Corinne est tapissière, Anne-Emmanuel est peintre et Frédéric aussi. Juliette Planck, une camarade graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer et qui anime en même temps des émissions sur Radio Bigaille, voilà. Salut Juliette, qui va exposer aussi à la Vache Bleue. À la Vache Bleue, voilà. Sophie Villoutreix-Brageux, qui anime, qui est à l'initiative de cette exposition d'artistes exceptionnels à la Vache Bleue.
et qui expose elle-même aussi ses gravures ou ses peintures, je ne sais plus très bien. Ses gravures. Ses gravures. Clément, un graveur, le Van Gogh de la taille d'épargne, qui n'arrête pas. Hein, il faut voir. Alors, quand on parle avec lui, on est sur le coup, on est à peu près knock-out au bout de 10 minutes de conversation, et son travail, c'est un peu la même chose, on est knock-out au bout de 10 gravures, voilà, c'est un travail puissant. Et il produit d'une manière industrielle, quasiment. Avec une toute petite presse, vous savez, ces petites presses à livres, là, comme ça, voilà, qui est son logo aussi, sa marque. Non, mais moi, j'ai vu récemment une petite vidéo où il imprime un t-shirt avec cette petite presse. C'est touchant et en même temps, il arrive à faire des merveilles avec un outil il n'y a pas plus rudimentaire comme presse. Voilà. Bon, bravo Clément, on t'aime. Agnès Dubarc, une graveuse lilloise en relégation en Bretagne Sud, qu'on aime beaucoup, le personnage et la créatrice aussi. Thierry Morciou, un graveur bruxellois dont l'œuvre nous bouleverse. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse, une bosseuse aussi. Enfin, tous ces gens-là, ils bossent. Moi, ça me saoule un peu quand même. Moi, je suis plutôt Bram Van Velde. Raoul Liloula, un graveur aussi, un jeune graveur, un peu mutique, mais pas dans le talent. Pas dans le talent, non. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes, Odon et Humbert. Raymond Humbert. Raymond Humbert, voilà. Alors, Odon, qui est plus un plasticien, et Raymond Humbert, qui est vraiment un peintre, qui fait le lien entre la peinture abstraite et la peinture figurative. Non, c'est vraiment des pointures. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui ne sont plus qu'une, reste Laurence, Liliane ayant fait ses valises pour un voyage dont on ne revient pas vraiment. Voilà, alors Laurence se retrouve toute seule devant la page blanche. Courage Laurence, courage, tu y arriveras. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qu'on va bientôt rencontrer pour une petite bouffe dans son bistrot préféré. Ils font des bonnes frites, hein. Au moins là, les frites sont bonnes. Marie-Christine et Christophe, deux militants chez Chemelette. Cécile, tu la sens ma 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent et on t'aime. La Rose flamboyante, qui a failli venir déjeuner avec nous dans le petit resto de Geneviève, mais malheureusement, elle ne sera pas libre, voilà. Et pour le rendez-vous suivant, c'est moi qui ne serai pas libre. Donc, on reporte ça au calende. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Beaumarlotte, dont nous avons découvert l'œuvre magnifique sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Beaumarlotte. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste chérie qu'on a tout au fond de nos cœurs, ainsi que sa maman Thérèse Franco. Voilà, on n'oublie pas Dominique Paula d'Ardouin, une galériste exceptionnelle, justement, qui nous avait reçus d'une manière tellement humaine pour une galériste. Marie Dognaud, qu'on aime beaucoup aussi et qui a des simèses qui sont regardables. Antoine Manoury des Champignons, c'est un petit groupe de musicos, mes potes, ma camarade. Mais pas de nouvelles d'Antoine, là. Hein. Oui, mais tu dis ça, puis un jour tu vas en avoir. Anna Siloraska, une peintre polonaise, qui fait des œuvres qui tiennent au mur, hein, je peux vous le garantir. Voilà, elle m'en a offert une. Non, je la remercierai jamais assez d'avoir ce portrait d'un ouvrier. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr et on vous fait des gros bisous. Ouais, salut à tous. Malgré l'écran suette une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre.
Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.